Paysage professionnel en santé, évolution ou bouleversement, tel est le titre de notre émission que nous vous proposons avec Renaud Degas. Bonjour Renaud. Bonjour Pascal. Et les équipes de Contrepoint de la santé, nous évoquerons les évolutions des compétences professionnelles en nous demandant si elles peuvent transformer l'organisation du système de soins. Et puis nous parlerons évidemment d'économie et de budget face à des déficits publics qui sont massifs, voire pour certains dits extravagants. Alors par ordre alphabétique, nous recevons aujourd'hui le docteur Cyril Bègue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Collège de médecine générale, je pourrais dire nouveau président du Collège de médecine générale, puisque vous êtes président depuis 6 mois. Vous êtes un médecin en maison de santé pluridisciplinaire, vous êtes dans la Sarthe, vous êtes en milieu rural et vous êtes maître de conférence à la faculté d'Angers. Je dis docteur ou professeur ? Docteur pour le moment. D'accord. Mais je croyais que c'était aujourd'hui. Et ce sera officiel plus tard, donc il y a trop de monde là. Voilà, et vous succédez au professeur Paul Frappé, qui était un habitué des Contrepoints de la santé. Nous vous recevons aujourd'hui avec le nouveau aussi directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins de l'assurance maladie. Nous avons beaucoup de plaisir de recevoir Guillaume Couillard. Vous avez été nommé il y a 6 mois également et vous avez succédé, nous le savons, à Marguerite Cazeneuve. Vous avez dirigé notamment l'hôpital Sainte-Anne et d'autres grands hôpitaux. Et auparavant, vous avez même été au cabinet d'un Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. Enfin, nous recevons Daniel Guilherme, qui est un habitué des Contrepoints de la santé. Ça ne fait pas 6 mois que vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers, je crois que ça fait 7 ans, et vous êtes un des principaux négociateurs de la loi infirmière dont nous parlerons et qui a été même assez décisive pour que nous organisions cette émission avec vous. En deuxième partie, nous demanderons à 2 professionnels engagés de dialoguer avec vous, avec nous. Caroline Combeau, que je salue, merci madame, vous êtes la présidente de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. Et puis Louise Godino, qui est le vice-président, après avoir été président du syndicat des audioprothésistes, et vous êtes le vice-président des libéraux de France. Nous vous saluons. 60 minutes de débat enregistrés en fin de journée, ici à la Villa M, ce mardi 9 juin 2026. Merci de leur fidélité à nos partenaires que je salue, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Ortus et Luce de Dème, et j'ai le plaisir de saluer plusieurs de nos collègues, confrères et consoeurs journalistes. Renaud, première question. Oui, Pascal, vous l'avez souligné, la loi infirmière et puis ensuite la négociation conventionnelle des infirmiers libéraux, ça a été un élément important de ces derniers mois. La loi infirmière date à peu près d'un peu plus d'1 an. La mise en œuvre avec la convention, c'est assez symbolique en fait de l'évolution des missions des professionnels. Il y a eu aussi les pharmaciens, il y a un certain nombre d'autres professions qui ont bougé, mais les infirmiers, c'est assez symbolique. Ils sont au domicile, ils sont à l'hôpital très présents, tout le monde les connaît. Daniel Guilherme, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler quelles sont les évolutions principales qu'a permis cette loi et derrière la Convention ? Je pense particulièrement à des sujets qui ont un petit peu fait débat, surtout avec le corps médical, c'était sur la prescription et sur aussi les consultations. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous éclairer sur ce qui bouge vraiment pour les infirmiers aujourd'hui ? Ce qui bouge vraiment pour les infirmiers aujourd'hui, c'est une réforme globale en fait de tous nos vecteurs législatifs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une profession qui n'était pas définie dans les textes. Aujourd'hui, elle est définie et décrite dans les textes, ce qui est une révolution en soi. Et on a derrière un corpus de textes d'application qui sont en train de paraître. Enfin, les derniers textes vont paraître avant le 30 juin. On a 2 arrêtés qui sont dans les tuyaux, un arrêté prescription et un arrêté liste des actes. Avant de rentrer dans les détails, est-ce qu'avec cette loi, la France rattrape un retard ou elle prend de l'avance par rapport aux pays comparables sur le rôle des infirmiers ? Elle rattrape un retard. On a des pays de l'OCDE qui avaient en fait une avance sur nous. On a des pays anglo-saxons qui avaient une large avance sur nous. Je pense notamment au Canada, voire même aux États-Unis. Mais là, avec cette réforme, on va revenir dans le peloton, on va dire. Alors oui, vous nous dites, nous parlons des 600 000 à peu près infirmiers et des 110 000 à peu près infirmiers libéraux. 132 000 infirmiers libéraux, oui, aujourd'hui. Alors ça, c'est la loi qui date de
Elle date de juin de l'année dernière, juin 2025. Et ensuite, des négociations Alors, conventionnelles. on a attendu en fait d'avoir cette réforme des vecteurs législatifs pour derrière ouvrir une négociation conventionnelle de manière à pouvoir appliquer dans le champ conventionnel des mesures inscrites dans la loi. Donc il faut différencier effectivement ce qui relève des textes réglementaires de la loi et ce qui relève du conventionnel. On ne pourra pas tout mettre dans un premier jet, en tout cas dans le conventionnel, mais aujourd'hui on a négocié en fait un avenant qui est l'avenant numéro 11 à la Convention nationale, qui est un avenant extrêmement structurant. Sur les 10 dernières années, on a 2 avenants structurants, le 6 et le 11. Et cet avenant 11, effectivement, projette l'infirmière dans les années qui viennent. Pour celles et ceux qui aiment la science politique, vous avez donc il y a la loi, il y a des décrets, il y a des arrêtés et il y a des avenants, c'est ça? L'avenant conventionnel ne concerne strictement que le champ conventionnel. Le champ conventionnel, c'est le contrat. Voilà, ça concerne les libéraux et c'est le contrat qui est passé entre la profession et l'assurance maladie sur le remboursement des actes. Qu'est-ce qui est remboursable? On peut être autorisé à faire certains actes, mais ils ne sont pas faits, en tout cas en ville, s'ils ne sont pas remboursés, vous imaginez bien. Mais réglementairement, on peut les faire. Juste pour être clair, la loi est aussi réglementaire, concerne tous les infirmiers, alors que la convention, c'est que pour les libéraux. Que les libéraux. On est clair là-dessus. Peut-être revenir sur 2 éléments de la loi, sur ce qui est prescription et consultation. Parce que c'est ça qui fait beaucoup parler aussi. Oui, la loi consacre 2 notions, en fait. La notion de diagnostic infirmier. C'est déjà une révolution en soi, puisqu'il y avait une forme de confiscation sémantique du terme de diagnostic par le corps médical. Aujourd'hui, en fait, on a des diagnostics infirmiers. Les diagnostics infirmiers ne s'intéressent pas à la pathologie, les diagnostics infirmiers s'intéressent aux besoins du patient. Donc c'est la différence qu'il y a entre un diagnostic médical et un diagnostic infirmier. Derrière ça, effectivement, derrière cette notion de diagnostic, on a cette notion de consultation et de prescription. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Alors j'ai une question, peut-être maintenant. Quelles sont finalement les raisons profondes de cette évolution? Est-ce qu'il fallait faire évoluer les champs de compétences des soignants, des infirmiers, pour tenir compte finalement des changements de la médecine, ou est-ce surtout en fait pour pallier des insuffisances médicales, je voulais dire de l'offre médicale? Non, à votre avis, et puis on va demander. On demandait depuis très longtemps en fait cette réforme des vecteurs législatifs, mais je pense que on est dans un système de santé qui est un système un peu darwinien, c'est-à-dire qu'il mute en fonction des contraintes auxquelles il est soumis. Et là, on avait une contrainte forte qui était la désertification médicale, et c'est venu en fait catalyser cette réforme de manière peut-être plus rapide, mais on poussait à la roue depuis déjà une dizaine d'années. Alors, peut-être Cyril Bègue du Collège de médecine générale et puis M. Couillard. Il y a des évolutions effectivement naturelles des compétences, et puis il y a cette question de la démographie médicale qui vient soulever des problématiques et appeler des réponses et une évolution de compétences. La problématique, c'est que il faut... Évidemment, il y a des crises peuvent sortir des bonnes choses, mais il ne faut pas forcément répondre systématiquement sous cette contrainte démographique. Et donc, il faut pouvoir y réfléchir. Je suis médecin généraliste, libéral. Je travaille avec des infirmiers tous les jours. Et voilà, je dois dire qu'il y a une partie, quand j'ai vu la loi, de me dire que c'était une juste reconnaissance du travail qu'ils faisaient au quotidien, je dis elle, au quotidien avec nous dans notre maison de santé. Et puis, ça pose quand même une question, c'est... pourquoi on ne travaille pas sur les compétences globalement de toutes les professions? Pourquoi on ne se met pas tous autour de la table, qu'on étudie les besoins de santé de la population et qu'on voit globalement comment on peut répondre à ces besoins en faisant évoluer les compétences de chacun? Nous, on a un petit peu l'impression qu'effectivement, la profession médicale, et médecin généraliste en particulier, on lui prend des compétences à la découpe et on les partage. Alors que voilà, il y a des choses où légitimement, c'est logique que les professionnels puissent avancer et puissent monter en compétences. Mais discutons-en, et puis on va en reparler plus tard, mais il y a vraiment des enjeux de coordination des soins qui vont se poser, et comment on construit ça pour éviter de générer en plus, effectivement, on va dire, la profession médicale, c'est pas dans son ensemble, mais effectivement, dans un
climat un peu heurté. Quand on entend consultation, diagnostic et qu'on ne discute pas et qu'on n'explique pas, ça peut heurter. Alors que, effectivement, un diagnostic infirmier est différent d'un diagnostic médical et Mais ça vous pose êtes pas là pour forcément nous de expliquer tout problématiques. ça. Oui, j'avais l'impression quand même que toutes les professions, alors je ne sais pas sous l'influence peut-être de la CNAM ou de la Haute Autorité de Santé, s'étaient engagées à redéfinir leur référentiel, non ? Alors, il y a des référentiels. Nous, on a établi en mars 2025 le référentiel professionnel de la médecine générale. Je crois pas que tout le monde, je crois que les infirmiers l'ont fait. Toutes les professions l'ont pas fait. Mais le problème, c'est qu'on le fait un peu séparément. Et donc, l'idée, c'est de se dire, alors là, qui peut faire ça ? Et voilà, notre idée, c'est vraiment de se dire comment on va ce besoin de santé, par exemple la question de la vaccination, comment on va faire pour ensemble faire évoluer les compétences des différents métiers et se dire comment on coordonne le parcours de soins, parce que voilà, il y a un vrai risque aussi de dilution des compétences, des responsabilités et du parcours de soins des patients. Et Guillaume Couillard, comment vous regardez ces évolutions des différentes professions, ces vagues de façon séparée ? Alors moi, j'ai souvenir quand même d'un certain nombre de professions, voire de rassemblements interpro qui demandaient ce travail collectif, mais pour des raisons on ne va pas développer ici, ça ne s'est jamais fait. Vous, l'assurance maladie, comment vous regardez cette évolution ? Est-ce que ça vous pose des problèmes de cohérence ? Est-ce qu'au contraire, vous prenez les évolutions pour ce qu'elles sont ? Comment vous regardez et vous suivez ces évolutions ? Alors, je ne pense pas que ça nous pose de problème de cohérence. Enfin, je ne crois pas. L'assurance maladie accompagne ces évolutions qui sont du reste assez naturelles, ne serait-ce que parce que les besoins évoluent, la pratique de la santé évolue et la pratique de la médecine aussi évolue. Et donc, il est bien normal et légitime de se poser la question. Alors, vous avez par vos questions anglais sur l'évolution des compétences, mais déjà, sans même aller là-dessus, sur les modes d'exercice, l'assurance maladie pousse depuis des années l'exercice coordonné, c'est-à-dire l'exercice conjoint complémentaire. La complémentarité des différentes professions, c'est quelque chose auquel on croit énormément et qui ne nécessite pas d'ailleurs spécialement d'évolution de texte ou de décret de compétences. On croit beaucoup à cette complémentarité qui ne retire rien à personne et qui ne retire rien au fait qu'on croit beaucoup au rôle du médecin traitant, au rôle du médecin, de médecin généraliste, spécialiste et en exercice libéral ou non. Donc en tout cas, il nous semble que pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont ceux, vous savez, qu'on rappelle régulièrement, l'enjeu du virage préventif, l'enjeu de l'amélioration de prise en charge de parcours qui sont très majoritairement marqués par des pathologies chroniques, voire par des polypathologies. Il nous semble que, d'une part, l'exercice coordonné est quand même une bonne manière d'y répondre. Deux, quand il y a des évolutions des professions, comme ça a été le cas avec la profession infirmière il y a quelques mois, évidemment, on accompagne ces évolutions et on traduit ça avec les partenaires conventionnels dans les textes. Un seul exemple, vous avez cité tout à l'heure la question des consultations. Quel a été notre travail avec les partenaires conventionnels dans cette discussion ? Ça a été de définir quel pourrait être le contenu de ces consultations qui ont certes été créées dans la loi, mais encore fallait-il leur donner un contenu. Et donc la Convention a créé dès cette année 2 nouvelles consultations. Il y en aura deux nouvelles l'année suivante. Sur l'accès aux soins, par rapport à ces évolutions de profession, il y a une étude intéressante de l'URPS Île-de-France des médecins, et que le problème principal, c'est l'accès aux spécialistes. Est-ce que ces évolutions de profession, cet exercice coordonné, peut-elle répondre d'une façon ou d'une autre à cette problématique, ou c'est un autre dossier ? L'étude vient de sortir. Alors, l'échantillon m'a paru assez faible, 300, mais pour autant, les chiffres sont assez clairs quand même. On attend beaucoup. Même quand on était médecin généraliste, on a beaucoup de mal à accéder aux dermatos. Allez-y.
Effectivement, en tout cas, c'est une problématique du quotidien. C'est comment on a accès aux imageries, comment on a accès à un avis spécialisé, à une consultation spécialisée. Alors, il y a des choses qui font aussi la question des nouvelles technologies avec la téléexpertise, et pour le coup, aussi le financement qui est possible maintenant de la téléexpertise, qui permet voilà, de limiter l'adressage à des situations complexes qui nécessitent une consultation et de demander un avis pour une situation plus simple qu'on peut gérer. Et ce qui va emmener la montée en compétences, y compris des médecins généralistes. C'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas opposé à l'évolution des compétences, puisque nous-mêmes, devant une désertification de cardiologues, par exemple, on gère de plus en plus de patients qui ont des problématiques cardiovasculaires complexes. Et donc, qu'il y ait une évolution, mais qu'on puisse effectivement l'échanger entre différentes professions. Et en tout cas, c'est sûr que ces évolutions de compétences, je ne sais pas si elle bouleverse, mais en tout cas, elle modifie en profondeur le parcours de soins des patients. Nous avons bien compris, et c'est d'ailleurs peut-être le sens même de cette émission, que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons voulu vous inviter, parce que la profession infirmière est massivement importante, mais en réalité, il ne faut pas passer quand même sous silence, ou peut-être insister un petit peu plus sur la possibilité de perte de lisibilité, en fait, que pourrait avoir l'ensemble du système, notamment si le DMP fonctionne mal. Je ne sais pas s'il fonctionne bien, mais enfin peut-être pas assez bien, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, s'il n'y a pas une coordination et en tout cas un partage des informations par l'ensemble des intervenants. Alors une fois l'infirmier, une fois le kinésithérapeute, une fois la sage-femme, etc. Et une fois le médecin, ou 2 fois le médecin. Lisibilité, oui. Très clairement, il y a un vrai enjeu de coordination des soins et de partage de l'information, de diffusion de l'information, d'exactitude de l'information. Alors, les outils s'améliorent, mais effectivement, il manque encore... le DMP, on peut le consulter facilement, mais il ne va pas nous pousser les informations dans le dossier. Donc, quand je consulte un patient, je ne vais pas savoir immédiatement qu'il a pu voir le pharmacien, l'infirmier, si je ne vais pas prendre plusieurs minutes pour aller sur le DMP. Mais voilà, il y a des choses qui sont en cours et on peut... Enfin, je suis trop optimiste ce soir. Oui. Non, mais il y a beaucoup d'acteurs. Et pour le coup, c'est vraiment la question de la coordination sur la vaccination. Voilà, même, je vous ai parlé de la vaccination, vous êtes un peu réticent. Il faudrait que je puisse, si un pharmacien ou un infirmier parle de vaccination et que le patient ne le souhaite pas actuellement, c'est bien que je puisse le savoir pour pouvoir lui en reparler et avec des compétences différentes, pouvoir essayer de l'amener tranquillement à l'adhésion vaccinale. Et donc vraiment, ce partage d'informations, il est essentiel. Et vous ? Moi, je trouve que le terme de coordination, aujourd'hui, est un peu galvaudé. On met de la coordination à toutes les sauces. Au final, en fait, je préfère parler, moi, de mise en synergie des acteurs. Ça a été abordé comme ça, parce qu'on a tous, en fait, nos spécificités et il faut miser, en fait, sur les atouts de chaque profession pour faire avancer le patient dans le parcours de soins et lui rendre un service le plus fluide possible et avec la meilleure qualité. Aujourd'hui, à l'heure des outils numériques, en fait, on peut s'affranchir du temps et de l'espace, on peut se coordonner de manière très facile, mais c'est surtout jouer sur les atouts des professions. Je prends notre atout à nous, infirmiers libéraux, et de nous projeter au domicile des patients. Et dans une stratégie de l'aller vers, on est des acteurs incontournables. Donc il n'y a pas de mise en concurrence. Quand les pharmaciens ont obtenu la vaccination, il n'était pas question pour moi d'aller taper sur les pharmaciens. Jamais. Ah non. Pas sur la vaccination, sur autre chose peut-être, mais pas sur la vaccination. Guillaume Couillard. Non, un mot sur le DMP. La coordination et la transmission d'informations entre les professionnels est évidemment un point extrêmement important que l'assurance maladie regarde depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a environ 25 millions de DMP qui ont été activés, donc c'est quand même extrêmement significatif. Ça progresse encore tous les mois. Alors, nous sommes évidemment conscients des limites de l'outil et on travaille, comme vous l'avez rappelé, docteur, sur l'ergonomie d'utilisation, la facilité d'accès à l'information, comment est-ce que le DMP devient un outil non pas simplement qui existe et qui a des données, mais qui est simple à utiliser j'allais dire en vie réelle, dans le contexte d'une consultation. Donc on travaille là-dessus. On a des développements en ce moment, notamment sur effectivement l'accès à la bonne information, puisque maintenant que les DMP sont ouverts, ils ont beaucoup d'informations et donc la question se pose de comment on y accède. Alors,
un exemple qui n'est pas directement lié au DMP, mais qui illustre cette volonté de l'assurance maladie de donner à chaque professionnel l'information pertinente. On est en train de déployer, là, en 2026, alors on commence par le public qu'on connaît, qui est celui des médecins traitants, avec un projet qui vise à permettre à chaque médecin d'avoir sous les yeux, via simplement Amélie Pro, des informations pertinentes sur le patient avec lequel il est en train d'échanger en consultation. Informations pertinentes, c'est par exemple son statut vaccinal. S'il relève d'une vaccination contre la grippe, a-t-il été vacciné contre la grippe? S'il relève d'un dépistage de l'organisme du cancer, a-t-il été dépisté? Et je le dis, même si la vaccination contre la grippe, par exemple, a été faite à la pharmacie et pas par le médecin. Donc le médecin peut comme ça, en temps réel, avoir l'information pertinente et ainsi engager la discussion, le cas échéant, en disant tiens, vous n'êtes pas à jour du dépistage, parlons-en, etc. Donc ça, ce projet, qui est ce tableau de bord dynamique, qu'on n'a pas encore complètement baptisé, mais enfin qui s'appelle dans notre langage interne suivi prévention, donc qui donne les informations pertinentes aux médecins généralistes. Voilà un exemple d'une évolution qui vise à faire circuler non pas toutes les informations, mais la bonne information pour le professionnel. Oui, on a plein de questions. Je vais aller dans votre sens. Je dis testez-le. Adoptez-le, parce que c'est vrai, une fois qu'on le teste, c'est quand même pas mal. Dites-moi, on voulait vous parler quand même des IPA, des infirmiers de pratique avancée. Alors, la loi étend les possibilités d'exercice des IPA, hein, mais alors, notamment services PMI, santé scolaire, aide sociale à l'enfance, ça, c'est vraiment des chantiers importants. Et pourtant, elles ne sont pas nécessairement satisfaites parce que, enfin je dis satisfaites ou satisfaites, surtout en libéral. Notamment en libéral, en nous disant, écoutez, en fait, le problème, c'est que l'idée, tout le monde était pour, mais simplement, nous vivons très mal donc nous sommes au milieu du gué. Alors, votre avis, parce que vous avez été négociateur, j'imagine, et votre avis, monsieur Gouillard. Or, c'est un statut, en tout cas dans le cadre libéral et conventionnel, qu'on a fait évoluer, puisque c'est quelque chose qu'il a fallu créer ex nihilo. Hein. La pratique avancée, en fait, les premiers textes en 2018. Donc, on a commencé à introduire en fait des mesures conventionnelles pour les IPA dans la foulée. On est parti de zéro, donc on ne connaissait pas en fait la manière dont ça allait se passer. On n'avait pas de projection là-dessus, et on a tirer en fait des enseignements de ce qui se passait pour le faire évoluer. Donc aujourd'hui, on a introduit dans l'avenant 11 des mesures spécifiques pour les IPA. J'aurais tendance à dire que le statut d'IPA est un statut qui est mal né. Il est mal né, pourquoi? Parce que qu'il avait de mauvais papas et maman. Peut-être. Le législateur est resté au milieu du gué, pour reprendre votre expression. Et quand on reste au milieu du gué, on risque de se noyer. Et c'est ce qui s'est passé là, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le texte, la pratique avancée a été placée en secteur libéral, en tout cas, sous tutelle médicale. Et donc, il fallait avoir effectivement un médecin délégant pour pouvoir prendre en charge des patients en pratique avancée. Donc, les choses s'améliorent. Il y a eu la loi Rist, qui a provoqué quand même quelques remous chez nos amis médecins, mais les choses avancent. Mais la difficulté originelle vient du vote en fait, initial qui a laissé un texte suffisamment flou pour que l'exercice en pratique avancée, en ville en tout cas, n'avance pas. De médecins délégants et de médecins élégants qui ont joué le jeu, qui jouaient le jeu. Bravo. Monsieur Couillard. Alors, pour ma part, je ne ferai pas de recherche en paternité sur le statut. Non, parce que c'était une belle idée, c'est une belle IPA. idée. Nous avons toujours été soutenants de cette idée, effectivement, de cette belle idée. Comme le président Guilherme l'a rappelé, nous avons effectivement un certain nombre de mesures, de dispositions conventionnelles dans l'avenant 11 qui concernent très spécifiquement les infirmiers en pratique avancée et avec un certain nombre de revalorisations et l'accès direct, etc. Donc, on a cette habitude qui peut paraître étrange, mais d'attendre un petit peu que les mesures portent leurs effets avant de les juger. Donc on va essayer de regarder comment ça influe, comment ces mesures toutes récentes influent sur l'exercice libéral. Alors ce que je peux dire peut-être aussi, c'est que, en tout cas moi, si vous m'autorisez à un instant remettre ma casquette de directeur d'hôpital que j'étais encore il y a moins de 6 mois, on avait
beaucoup recours, en tout cas dans l'établissement où j'étais, aux infirmiers en pratique avancée qui faisaient un boulot vraiment remarquable. Donc, mais vous savez que très dans le favorable. libéral, il y a beaucoup de frustration. En tout cas, vous savez, quand on fait des émissions comme les nôtres, nous recevons beaucoup de messages et on nous dit pose-leur ces questions. J'ai encore 2 questions à vous poser sur des sujets d'actualité. Vous vouliez dire Je peux dire un mot sur les IPA? Oui, Allez-y. justement, parce que on sait, un des éléments, c'est en tout cas en libéral, c'est que un des éléments qui est mis en avant par les IPA, c'est qu'elles ne se voient pas confier de patients par les médecins. Est-ce que c'est de la conduite du changement ou c'est la réticence de fond? Et un accès direct très limité. Enfin, je pense que je vais me répéter beaucoup pendant cette heure, mais encore une fois, si on le coordonnait, si on le discutait, je pense que ça passerait mieux. On a parlé au début de maladies stabilisées, et puis finalement, on est en train de dire il pourrait y avoir des primo-prescriptions. Donc, si le diagnostic n'a pas été fait, c'est quand même compliqué. Et donc, forcément, comme il y a quelque chose de pas lisible pour les médecins et de pas discuter, il y a des réticences. Alors pas tout le monde, mais il y a des réticences. Et donc, alors que effectivement, je veux dire même sur l'objectif même de l'IPA, c'est quoi? C'est de répondre et de remplacer un médecin, ou c'est d'améliorer la prise en charge? Et on voit que dans le discours, y compris des politiques, c'était pas hyper clair. Alors que si on se dit, on est plusieurs et on va avec un œil différent prendre en charge notre patient de maladie chronique, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça peut être gagnant-gagnant. Mais si c'est pour remplacer un médecin, forcément ça crispe et c'est bien normal. Oui, justement, comme vous le soulignez, il y a l'accompagnement, il y a ce que j'appelle la conduite du changement. Du coup, parce que ça pose la question maintenant de la formation initiale et continue. Comment l'évolution de ces missions, comment la coordination est intégrée ou non aujourd'hui à tous ces programmes. En plus, on voit bien qu'entre le DPC et les certifications, ça tangue un peu. Sur les maquettes de formation initiale, c'est retravaillé. On en est où pour accompagner toutes ces évolutions ? C'était effectivement dans un de mes points vraiment dont je voulais parler. Il y a 2 questions. Il y a cette question de la formation initiale où effectivement on se dit il y a une évolution de compétences et il va y avoir une formation en face et les choses vont plutôt bien se passer à condition d'arriver à faire aussi vivre cette formation pluriprofessionnelle. Vous avez dit je suis enseignant-chercheur et le fait que les professions n'ont pas toujours le même nombre d'années. Enfin, c'est pas toujours. Moi, dans une faculté de santé à Angers. Au quotidien, c'est pas toujours facile à faire vivre et il faut aussi qu'on apprenne à le faire mieux, même s'il y a de nombreuses initiatives qui visent à ça. Et puis, il y a la question des gens qui sont, quand on fait une nouvelle compétence, comment on garantit que les personnes qui sont en poste soient formées et puissent acquérir la compétence qu'ils n'avaient pas à la sortie des études. Et donc, voilà, ces 2 enjeux-là, je trouve que souvent, cette question de comment va être formé le professionnel qui est déjà en poste, elle n'est pas toujours très lisible. Guillaume Couillard, on va parler avec nos amis. Ah oui, Je crois que un mot. Oui, juste un mot très rapide là-dessus. C'est qu'on sait aujourd'hui que la formation continue notamment est un élément structurant en fait pour le système de santé. C'est-à-dire que selon les thèmes de formation prioritaires qu'il y a, par exemple au niveau de la NDPC, on peut structurer à terme le paysage. Et ça marche si bien, la formation continue dans le secteur de la santé. Ça marche remarquablement bien. Je comprends pas, là. Oui, non, ça marche fort mal. Enfin, ça marche fort mal. Peut-être pas pour les infirmiers, mais en tout cas pour les médecins. On nous dit sans arrêt que ça... Oui. Non, je ne pense pas que ça marche si mal que ça si on se compare à d'autres secteurs. Maintenant, effectivement, il y a des pistes d'amélioration et je pense que la certification à terme va aussi corriger certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, structure et va structurer demain le système de santé. Selon qu'on ait des formations, je vais vous citer un exemple, c'est le fait de former ensemble les professionnels d'un territoire. C'est pas pareil que de former ou d'aller suivre une formation à Marseille, à Strasbourg, avec des professionnels différents. Donc on va en fait adapter les formations à des enjeux territoriaux et ça va structurer les prises en charge demain à l'échelle des territoires. Merci Daniel Guilherme. On va parler un peu d'argent notamment avec vous, Guillaume Couillard. Est-ce que vous arrivez à mettre en place vos mesures annoncées l'an dernier d'ailleurs, comme vous allez le faire, j'imagine, cette année, dans quelques semaines ou dans quelques jours, dans ce rapport important, charges et produits, qui rythme finalement votre exercice professionnel, alors que la situation est particulièrement dégradée. Quel est le niveau de déficit en 2026 que vous attendez d'abord ? Première question.
Alors, effectivement, vous rappelez que la situation financière est extrêmement dégradée. La commission des comptes de la Sécurité sociale a eu lieu il y a peu de temps. Donc, on est dans une situation qui est peu ou prou quand même celle qui était celle de l'été dernier. Donc, avec un déficit important, 15 milliards d'euros, ce sera peut-être un peu moins en 2026. Mais qui reste quand même très significatif. Ça avait justifié un rapport chargé-produit exceptionnel en 2025 avec, quand vous vous en souvenez, une soixantaine de propositions réparties, je le rappelle, sur les trois grands axes. La prévention, on appelait ça le défi de la décennie, les parcours et la qualité des parcours de prise en charge, et le juste soin au juste prix, c'est-à-dire la pertinence. Donc prévention, qualité et pertinence. Il y a un certain nombre de propositions de ce rapport qui ont été adoptées dans la loi, d'autres qui n'ont pas été votées. Certaines ne nécessitaient pas forcément de texte législatif et sont en œuvre, d'autres ne le sont pas. On fera le bilan cette année dans le rapport chargé-produit qui paraîtra d'ici quelques semaines, au tout début du mois de juillet. Mais je voudrais juste insister sur un point, c'est que pour répondre à ce défi qui est le nôtre, qui est collectivement le nôtre d'ailleurs, de la pérennité de notre système et donc du déficit structurel très important, il faut vraiment agir sur les 3 leviers. Vraiment les 3. Y compris, je le dis au passage, sur le levier de la prévention. On pense parfois que la prévention, c'est que des effets de très long terme. Ce n'est pas vrai. Vous prenez, je prends toujours cet exemple-là, mais je le redis quand même à chaque fois, la vaccination a des effets de court terme. Quand on a vacciné les nourrissons contre la bronchiolite, ça a eu un effet extrêmement immédiat dans les urgences hospitalières, pédiatriques de l'hiver suivant. On va reparler de vaccins, je vous rassure, cette année. On va d'ailleurs, je vous donne en scoop, en avant-première, en général, ça se fait toujours ici. Petit teasing sur le rapport chargé-produit cette année. On va vous présenter une étude qu'on a faite avec l'OCDE sur justement le retour sur investissement des mesures de prévention. Vous verrez, c'est pas inintéressant. Et un vrai scoop, c'est une qui ressort vraiment très fort, c'est le Nutri-Score. Le Nutri-Score. Donc, on l'avait déjà proposé l'année dernière, on le reproposera cette année. Voilà. Monsieur, oui, les 4 milliards d'économies qui étaient recherchées, on va y arriver ou pas ? Alors attention, hein, il y a ce qu'on propose dans Chargé Produit, il y a ce qui est voté dans la loi de financement de la sécurité sociale. Donc je vous renvoie à la commission des comptes que j'évoquais et au futur PLFSS. Non, en tout cas, la démarche d'économie... En tout cas, on devrait réduire un peu le déficit cette année, en 2026 par rapport à 2025. Je reste encore très prudent parce que les choses sont pas encore évidemment stabilisées. Mais ça reste quand même extrêmement... Et une toute dernière question avant de passer à VI Voice. Est-ce que justement cette démarche, ces évolutions des missions des uns et des autres et la coordination, est-ce que c'est un facteur de risque de dérapage des dépenses, chacun se mettant à prescrire des choses un peu dans tous les sens, ou est-ce que c'est un facteur d'économie pour vous potentiel ? Non, je crois pas. Je crois pas. Évidemment, enfin, on est toujours extrêmement prudent sur la façon dont on définit les contours de nouvelles missions. Pas seulement pour des risques de dérive que vous évoquez, mais parce qu'on pense qu'il faut que les gens exercent dans un cadre clair. Et si le cadre n'est pas clair, ce n'est pas sécurisant, d'abord pour les professionnels de santé et puis pour les patients. Donc évidemment que quand il y a des métiers nouveaux, qu'il y a des évolutions de métiers, les choses sont encadrées, sont définies. On le fait avec la profession ou avec les professions concernées dans le cadre du dialogue conventionnel. Mais honnêtement, je pense que c'est plutôt... ces évolutions dont on parle depuis une petite demi-heure sont plutôt vraiment des éléments positifs parce que c'est positif pour le patient. Voilà. Et pour nos téléspectateurs et auditeurs et nos amis qui nous suivent, les 3 sujets de manière concrète, c'est évidemment les ALD, les arrêts de travail, mais les médecins n'ont pas l'air de vouloir vraiment avancer. Et puis les allez-y, et les dépassements d'honoraires. Alors allez-y rapidement. C'est le dernier mot de cette partie-là. Faut pas me lancer sur les arrêts de travail parce que. Et puis les dépassements. Prenez aussi les dépassements d'honoraires. Les dépassements, je vais laisser ça à d'autres puisque les médecins généralistes font très peu exceptionnellement de dépassements. Vous devez répondre en 2 minutes en plus. Mais sur les arrêts de travail, évidemment, c'est quelque chose dont il faut qu'on saisisse, mais tout le monde, c'est-à-dire les prescripteurs, les patients, la société,
les employeurs. Et effectivement, on a un peu l'impression d'être mis au banc parce qu'à la fin, on est celui qui prescrit, mais nous, on n'est que le réceptacle de ce qui se passe dans la société. Quand il y a des problématiques de santé mentale énormes, par contre, on a des efforts à faire et on travaille avec l'assurance maladie sur les questions de maintien en emploi. Et là, on peut faire mieux, c'est sûr, mais arrêtons de pointer les médecins sur cette question-là. C'est dit. Merci beaucoup. Et maintenant, le sondage via Voice avec notre collègue Adrien Broche. Sondage exclusif de Via Voice. Adrien Broche, merci d'être avec nous. Merci Pascal, je suis ravi de vous présenter les résultats de cette nouvelle étude d'opinion Via Voice sur la question des paysages professionnels en santé de manière assez large. On a interrogé les Français sur un certain nombre de leurs représentations avec un premier enseignement extrêmement structurant qu'on voit au fil des travaux qu'on mène pour les contrepoints de la santé. Un constat partagé dans l'opinion, la question n'est plus seulement la santé de manière générale, mais l'accès à la santé. C'est le premier enseignement très structurant pour les Français. La principale difficulté aujourd'hui du système de santé en France, c'est celle de l'accès aux professionnels. Alors c'est un enseignement qui est peut-être un petit peu à rebours de ce qui a été dit tout à l'heure, et notamment de l'étude URPS, je crois, puisque quand nous avons interrogé les Français ce week-end, plus d'un Français sur deux considère d'abord et avant tout que les professionnels qui manquent le plus en France sont des professionnels de santé généralistes et les spécialistes arrivent un petit peu derrière. Donc sans doute que l'image globale dans la psyché des Français encore du professionnel de santé qui manque, ça reste ce professionnel généraliste. C'est un résultat intéressant qui montre que justement dans l'esprit des Français aujourd'hui, la crise du système de santé, c'est d'abord une crise du premier recours. Autrement dit, ce qui inquiète, ce n'est pas seulement la qualité du système de santé aujourd'hui, la crise du santé, mais c'est la capacité à trouver un professionnel lorsqu'on en a besoin. Cette préoccupation, elle devient considérablement un enjeu qui est territorial. Vous avez plus d'un Français sur deux qui aujourd'hui déclare qu'il pourrait renoncer à s'installer dans le cadre d'un déménagement dans un territoire où l'accès aux soins est difficile. C'est un constat qui est partagé par 53% aujourd'hui des Français. Un résultat fort qui donne à cette question sanitaire, à cette question de la santé publique, un aspect aussi résidentiel, un critère résidentiel. Deuxième enseignement, j'accélère un petit peu, une médecine qui est attendue d'abord comme une relation humaine. Lorsqu'ils parlent des professionnels de santé, les Français ne parlent pas d'abord de technique, c'est un enseignement très fort aussi. Le premier critère de confiance qui est cité, bien devant le niveau de compétence, les diplômes qui comptent évidemment, mais c'est d'abord la capacité d'écoute et d'attention qui est portée aux patients. Cette dimension, elle devance donc l'expérience, les diplômes, la qualité de la formation qui arrive loin derrière. C'est un enseignement aussi qui est extrêmement intéressant, qui entre en résonance avec nous, ce qu'on voit dans nos travaux d'opinion, nos travaux de prospective sur une société où les démutualisations se multiplient, les liens sociaux se dégradent et la qualité du lien humain reprend parce qu'elle manque davantage d'importance. Donc cette expertise, elle est toujours attendue, mais elle ne suffit plus à définir la qualité du soin qui est attendue par les Français. Troisième enseignement fort, les Français acceptent, c'est assez en ligne avec ce qui a été dit, attendent et acceptent une médecine qui soit plus collective. Les Français restent extrêmement attachés au rôle du médecin généraliste. Pour eux, sa première mission, on leur a posé un certain nombre d'items, elle reste de poser les premiers diagnostics et d'orienter les patients. Donc il y a un rôle malgré tout de chef d'orchestre, de coordinateur dans le parcours de soins. Dans le même temps, ils sont toujours très attachés aux médecins généralistes, mais on a 67% des Français, quasiment 7 sur 10 donc, qui se déclarent favorables à ce que davantage de responsabilités soient conférées aux infirmiers, aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé. Donc les Français ne demandent pas de remplacer le médecin généraliste auquel ils sont extrêmement attachés, dont ils trouvent qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais ils demandent d'élargir la capacité d'organisation et les capacités d'action des différents professionnels de santé. Et puis enfin, les Français souhaitent des solutions structurelles davantage que des solutions de substitution. Quand on les interroge sur les priorités pour améliorer l'accès aux soins, qui reste le premier problème, les réponses sont très éclairantes. Former davantage les professionnels de santé, mieux répartir les professionnels de santé. Et puis un dernier mot sur la télémédecine. Une courte majorité aujourd'hui des Français, on a 53%, donc un peu plus d'un sur deux, considère que c'est une bonne réponse au manque de professionnels de santé. Mais sur ce même aspect, on a une France qui est divisée en trois. Un tiers a déjà ou a régulièrement recours à la télémédecine. Un autre tiers n'y a jamais eu recours mais pourrait le faire. Et puis un dernier tiers y est plus réticent. Donc une France divisée en trois sur ce qu'il considère davantage comme un outil que comme une réponse structurelle. Merci Adrien d'avoir analysé le cœur, les reins et la psyché des Français. Gros travail.
Caroline Combeau, vous représentez dans cette émission les sages-femmes. Vous aussi, vos missions évoluent. Vous aussi, dans le paysage des professionnels de santé, ça bouge. Et ça gratte aussi un peu avec les médecins. Il y a eu quelques échanges et de noms d'oiseaux qui un petit peu ont volé ces derniers temps. Je vous laisse la parole pour dialoguer à la fois avec bien sûr notre médecin, mais pas que, et pour voir s'il y a des solutions de dialogue, en tout cas d'évolution. Oui, on l'espère. On l'espère. Merci en tout cas pour votre invitation. Donc, j'ai l'honneur de représenter les 24 000 sages-femmes de France, dont presque 9 000 maintenant installées en activité libérale. Effectivement, les sages-femmes, une des 3 professions médicales de santé en France, et à la croisée des chemins de plein de professionnels de santé. Et effectivement, comme vous le dites, de temps en temps, ça gratte un petit peu, puisque nous avons des compétences partagées avec les uns et les autres. Pour autant, ces dernières années, effectivement, nos compétences se sont vraiment élargies à l'ensemble de la santé de la femme sur le plan génésique, comme on a l'habitude de le dire, avec des compétences dont se sont emparées en formation continue. Daniel parlait de la formation. La plupart des sages-femmes, avec une augmentation de formation, etc. Et finalement, une efficience des prises en charge avec des résultats qui sont tout à fait positifs, des femmes qui se tournent de plus en plus, quand elles n'ont pas d'autre alternative ou quand elles le souhaitent bien sûr, vers les sages-femmes. Alors, ma question va à l'ensemble de vous 3. Après, je pense un petit peu plus ciblée quand même vers Monsieur Couillard. Effectivement, on a une logique quand même de réflexion, de négociation conventionnelle, etc., très en silo. On l'a déjà tous repéré, relevé. On voudrait savoir si, au niveau de l'assurance maladie, il y aurait quand même une réflexion sur un travail commun. Vous l'avez demandé aussi, Dr Beg, sur finalement des compétences partagées, et pourquoi pas se mettre ensemble autour de la table quand on va parler de valorisation de certains actes qui sont sur des compétences partagées par différents professionnels de santé, et d'une façon générale mettre finalement en avant, par le biais peut-être plus conventionnel, cette coordination et cette organisation pluriprofessionnelle qu'on essaye de mettre en place sur les territoires. Et on a en plus un gros défaut qui est relevé dans la plupart des CPTS, c'est qu'on travaille les uns à côté des autres, mais on ne se connaît pas bien. Et donc un des socles et un des piliers des actions de certaines CPTS, c'est vraiment l'interconnaissance sur un même territoire, et au-delà de la connaissance personnelle, la connaissance bien sûr des compétences des uns et des autres pour mieux articuler les choses. Nous sommes convaincus que peu importe le professionnel de santé, dès l'instant où on a accès à quelqu'un, on rentre dans le système de santé et on peut remettre les gens sur les rails quand ils en sont écartés. Merci. Alors, il y a la réponse dans la question. Plusieurs réponses et plusieurs questions dans la question. Bon, je disais tout à l'heure, l'exercice pluriprofessionnel est promu par l'assurance maladie depuis longtemps. Du reste, toutes nos négociations conventionnelles ne sont pas monopro, comme vous le savez, puisque nous sommes en train de terminer une négo qui est par définition pluriprofessionnelle avec les maisons de santé. Et puis, vous avez évoqué aussi les CPTS, qui sont un autre exemple de négo pluripro. Néanmoins, c'est vrai que ce sont des négociations qui associent l'ensemble des professions. Vous évoquez l'ACI France Santé, qui est en finale. En phase finale. Et donc effectivement, le pluripro existe. J'entends dans votre question peut-être l'idée d'avoir des travaux plus spécifiques avec certains professionnels qu'on associerait sur des thématiques peut-être particulières, sans forcément avoir l'intégralité de toutes les professions de santé. Moi, j'ai entendu les compétences partagées. C'est surtout sur ce point-là. Oui, sur lequel il y a des thématiques soit communes, soit des compétences partagées, effectivement. On peut trouver aussi des thématiques communes, par exemple sur le sujet du médicament, on peut réunir un certain nombre de professionnels avec des points d'intérêt. Donc c'est probablement un axe de progrès. La façon dont on organise la discussion collective sans être forcément avec l'intégralité des professions. Donc je prends ça pas comme une question, mais comme une proposition, et à nous de trouver les voies et moyens pour la concrétiser sur des exemples à venir. Daniel Guillaume, Dr Beg.
Oui, juste une réaction par rapport à ça. On milite, en fait, nous, pour des accords conventionnels qui peuvent être bipartites, tripartites, quadripartites, mais sur des thématiques périmétrées. Je vais prendre juste un exemple, l'observance thérapeutique. Aujourd'hui, la mauvaise observance thérapeutique en France, c'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports en fait, qui ont été croisés, c'est entre 15 et 18 milliards d'euros en fumée, en coûts directs et indirects par an. Vous imaginez 18 milliards d'euros. On mettait ça en miroir avec le déficit en fait, abyssal de l'assurance maladie. Si on arrivait à mettre des accords tripartites, médecins, infirmiers, pharmaciens, on milite pour ça, nous, sur l'observance thérapeutique, même si on ne réussit à faire que 10% d'économie là-dessus, c'est quand même 1,5 milliard, 1,5 milliard qu'on peut réinvestir dans le système. Donc nous, on milite en tout cas, et c'est une des mesures qui nous avait amené à soutenir, en tout cas, et à demander ce statut d'infirmier référent, parce qu'on avait le médecin traitant, on avait le pharmacien correspondant, on a aujourd'hui l'infirmier référent, et dans le cadre de parcours renforcés sur des polypathologiques, on pourrait mettre en place des projets sur l'observance thérapeutique, par exemple. Docteur Veg. Deuxièmement, alors le collège de la médecine. Le collège de la médecine générale n'intervient pas dans la négociation conventionnelle, donc je ne sais pas si ça peut être un cadre, mais bien sûr, il faut échanger, mais il faut aussi qu'on reconnaisse les compétences de chacun. Et récemment, Madame la ministre a confié une mission sur la périnatalité à 4 professionnels. Il n'y a pas de généraliste dans les cadres professionnels. Donc voilà d'où viennent les crispations, c'est-à-dire vous mettez une sage-femme, un pédiatre, un anesthésiste réanimateur, un gynécologue et pas de généraliste autour de la table, alors qu'on suit au quotidien des enfants et des femmes. Donc voilà d'où viennent les crispations et vraiment, voilà, nous on répondra avec plaisir à des échanges pluriprofessionnels autour des thématiques d'analyse de besoins et d'évolution des compétences en regard. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous recevons Louise Godineau. Bonjour, vous êtes le vice-président du syndicat des audioprothésistes. Bonjour, Pascal. Nous sommes heureux de vous avoir en dialogue avec nous. Très bien. Alors, je vais commencer par une question plus spécifiquement pour le docteur Beg. On dit tous, et à juste titre, que notre système de santé doit évoluer vers plus de coopération, plus de coordination, plus de prévention, le défi de la décennie, avez-vous dit. Or, sur le terrain, ce sont souvent les organisations professionnelles qui font émerger des propositions très concrètes. L'expérience des infirmiers le montre bien. Leurs représentants portent des idées utiles sur le maintien à domicile, le suivi des patients chroniques, l'accès aux soins, l'organisation des parcours. Ces propositions ne sont pas seulement catégorielles, elles peuvent bénéficier à l'ensemble du système. Je peux citer aussi, bien sûr, l'exemple des audioprothésistes. Sans notre action, il n'y aurait probablement pas eu de 100% santé en audiologie. Et cette réforme a permis à des centaines de milliers de patients d'accéder à un appareillage de qualité alors qu'ils y renonçaient auparavant pour des raisons financières. C'est pourquoi j'avoue être assez surpris de voir aujourd'hui certains représentants des médecins contester fortement l'UNPS, l'Union nationale des professions de santé, ou plus largement la légitimité des professions de santé non médicales à participer à la réflexion collective sur l'organisation du système de soins. Bien sûr, les médecins ont une place centrale. Qui le nie? Personne. Mais ils ne sont plus les seuls à porter les enjeux d'accès, de prévention, de suivi. Ma question est donc simple. Dans un contexte de pénurie de médecins, où l'on appelle à mobiliser toutes les compétences disponibles, et d'ailleurs, on vient de le voir avec le sondage via Voice, que les Français sont très attachés au fait que les autres professions aient aussi des compétences. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette difficulté d'une partie du monde médical à reconnaître pleinement l'apport des représentants des autres professions de santé, alors même que leurs propositions peuvent être utiles aux patients comme au système de santé dans son ensemble? La question est claire. C'est la première question. Il y en aura peut-être d'autres. Bon, je vais pas faire ma réponse de manque de concertation, vous l'avez compris. Probablement qu'il y a... Enfin, vous savez, même au sein de la profession, hein, parce qu'il y a des questionnements entre médecins généralistes et ORL sur qui fait quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas une charge anti-autres professionnels de santé. C'est vraiment comment chacun arrive à se placer, à se sentir bien reconnu dans le système, et puis comment probablement on construit aussi les outils de la réussite, c'est-à-dire quel outil de coordination, quels éléments minimaux transmis, comment on fait pour ne pas se retrouver dans des situations où l'absence de diagnostic médical pourrait être préjudiciable pour le patient. Et donc voilà, encore une fois, vraiment discutons de tout ça et probablement qu'on va réussir à retrouver des points où on va
trouver, parce que moi je ne sais pas faire d'audioprothèse de toute façon. Donc, c'est plus large que ça. Hein. Oui, mais vraiment beaucoup plus large que ça. de gérer l'audition, c'est pas ma spécialité. Donc on doit probablement pouvoir trouver. Mais vous voyez, vous me dites c'est plus large. Peut-être discutons de ce que c'est votre métier. Moi, pour le coup, autant des choses ont progressé en pluriprofessionnalité, autant je ne crois pas que dans l'étude médicale aujourd'hui on nous apprenne ce que fait un audioprothésiste. Daniel, puisque ça concerne d'autres professions. Tu as peut-être un mot à dire là-dessus. Oui, alors l'UNPS, je connais bien, hein, je suis vice-président de l'UNPS, donc je vois ce que c'est. Ce sont des espaces de concertation, en fait, issus de la loi de 2004, et dans ces espaces de concertation, c'est l'endroit, en fait, où effectivement on peut parler périmètre métier, où on peut parler prérogatives, et on a le sentiment aujourd'hui que quand l'UNPS prend une décision transversale, qu'il y a en fait un son de cloche qui émane des organisations de médecins qui est souvent discordant. Donc voilà, on a ces difficultés-là. Alors j'entends bien ce que vous nous avez exposé. Hein. Il y a de la posture liée effectivement à peut-être des maladresses. Vous en avez cité une, il y en a certainement d'autres. Mais ce qu'on observe, nous, de notre côté, c'est une question qui se pose et dont on a la réponse. La question, c'est le système va-t-il changer ? La réponse, on l'a tous. Maintenant, on a le sentiment aujourd'hui que les médecins ne veulent pas être les architectes de ce changement. C'est vraiment prégnant. Profitez-en pour nous dire, Cyril Bègue, que fait réellement le Collège de médecine générale, puisque vous n'êtes pas un syndicat. Le Collège de la médecine générale est le Conseil national professionnel de la discipline, et donc un interlocuteur avec les différentes institutions, les ministères, la HAS et la CNAM très régulièrement par exemple. On est en 4 composantes, une composante professionnelle avec les syndicats, représentatifs, scientifiques, académiques et associatives. Et donc on est un lieu où effectivement peut échanger la médecine générale. Vous voyez bien déjà que voilà, je représente l'ensemble des médecins généralistes, c'est une gageure puisque effectivement on n'est pas tous du même avis. Alors moi, enfin voilà, je crois vraiment qu'on peut emmener les médecins généralistes, enfin les médecins et les médecins généralistes en particulier vers le changement, mais voilà, vraiment à condition de bien s'y prendre. Et même moi qui suis bien de très bonne volonté, vous avez pu le constater, si vous me braquez en permanence comme le font un certain nombre des acteurs autour de la table, c'est plus difficile. Donc échangeons tranquillement, échangeons tous ensemble. Vous voyez, on parlait de démographie médicale, il faut qu'on parle de démographie en prenant en compte ces évolutions de compétences qu'on ne fait jamais. Il y a vraiment plein d'éléments. Mais j'entends que vous puissiez sentir des résistances, il y en a, elles existent, je ne veux pas les nier. Mais je pense qu'on peut les faire sauter à condition de faire œuvre de concertation et de pédagogie. Ça ne va pas se faire en 6 mois aussi. Oui. Et ça, il faut accepter. Et le temps du politique n'étant pas celui-là, c'est parfois compliqué. Profitez-en pour les invités, dont le congrès européen, la WONCA, de la médecine générale, c'est à Paris. La semaine prochaine. Qui a été invité, mais en tout cas, tout à fait. Si ce n'est pas encore fait, vous aviez une deuxième question. Ça sera dans 3 semaines. Oui, une deuxième question pour M. Couillard, qui, comme ça a été dit, était à Matignon lors de la mise en place du 100% santé, donc il connaît bien la réforme, qui a été un vrai succès, notamment en audiologie. Mais avec le recul, on voit aussi que l'enjeu ne se limitait pas à la suppression des restes à charge. Les études montrent très clairement désormais la compensation de déficit auditif est l'un des leviers de prévention les mieux documentés. Elle agit sur l'isolement, la santé mentale, les chutes, la cognition, et donc en définitive sur la perte d'autonomie. Ce sujet devient d'autant plus central que le mur démographique se rapproche. L'INSEE vient de rappeler hier que les nombres de personnes de 65 ans et plus passeraient de 15,3 millions actuellement à 21,1 en 2070. On ne faisait pas assez de bébés. Oui, et de toute façon, même si on en faisait plus, ces millions-là resteraient. Donc, et que les personnes de 80 ans et plus, qui sont le cœur de notre patientèle, seront près de 9 millions, c'est-à-dire le double de ceux qui sont d'aujourd'hui. Alors qu'en audiologie, les 3/4 de la dépense concernent les plus de 65 ans. Donc le nombre d'appareillages va continuer à augmenter. L'audioprothèse n'est donc pas seulement une dépense de dispositif médical, c'est potentiellement un de ces leviers de prévention qu'on cherche, et notamment pour la dépendance, au moment où il est vital de retarder l'entrée. La question est de retarder l'entrée en perte d'autonomie.
Pourtant, notre cadre réglementaire n'a pas suivi. La CNSA vient elle-même de rappeler et de publier en avril dernier une synthèse qui confirme que la presbyacousie est l'un des principaux facteurs modifiables de déclin cognitif et qu'une politique ambitieuse en matière de santé auditive est une exigence sanitaire, sociale et démographique et non un sujet sectoriel. Donc le cadre actuel est fondamentalement inadapté puisque l'audioprothésiste dispose d'une convention de fournisseur de la LPP. Nous sommes des fournisseurs de la LPP, alors comme si son rôle était de vendre un dispositif, alors que les 2/3 de la valeur de notre travail, c'est des prestations intellectuelles, de suivi, d'adaptation, d'accompagnement, ce que l'autorité de la concurrence a elle-même reconnu. Notre activité s'apparente davantage à celle d'un infirmier ou d'un kiné qu'à celle d'un opticien, et qu'a priori, juridiquement, rien ne semble s'opposer à ce que les audioprothésistes accèdent à une convention professionnelle, comme en disposent déjà les infirmiers, les kinés, les orthophonistes. Donc, ma question est, au regard de l'enjeu de prévention de la perte d'autonomie, du vieillissement démographique et de la nécessité de mieux réguler une profession opérateur dépendante, ne faut-il pas désormais faire évoluer le cadre conventionnel des audioprothésistes vers une véritable convention professionnelle avec l'assurance maladie? La question est claire. La question est claire. J'en profite quand même pour rappeler, vous l'avez dit, mais cette réforme du 100% santé, notamment dans l'audio, qui s'est traduit juste un seul chiffre, hein, entre 2019 et 2024, c'est plus 67% de patients chaque année. Hein. Donc on est aujourd'hui aux alentours de 750 000 patients qui sont équipés chaque année, si je ne dis pas de bêtises. Oui, près de 800 000, c'est bien ça, près de 800 000. Entre 750 et 800 000 selon les années. Donc c'est un succès considérable, et c'est un succès considérable évidemment pour la qualité de vie des personnes et puis pour la prévention, comme vous l'avez rappelé. Donc je crois que c'est bien aussi de temps en temps de souligner ces succès de politique publique. Alors évidemment, vous avez rappelé le cadre dans lequel exerce votre profession aujourd'hui. C'est un cadre, alors il y a une convention, c'est une convention particulière, c'est une convention liée à la LPP, donc la liste des produits et des prestations et produits. Donc on a bien une organisation particulière. Donc, alors, est-ce que ce cadre est immuable et n'évoluera jamais? Par définition, tout peut évoluer. Donc, en tout cas, l'assurance maladie peut tout à fait accompagner une évolution. Alors évidemment, mais vous le savez, ça suppose quand même un chemin avec la profession. Ça suppose pas mal aussi de modifications, non seulement dans les relations avec la profession, mais dans la façon dont fonctionne ce cadre actuel de la LPP, qui aujourd'hui donc inclut, comme vous l'avez rappelé, à la fois la prestation et le dispositif. Donc ça veut dire une réforme quand même assez substantielle qui concernerait la profession, la façon dont elle fonctionne, la nomenclature, les organismes complémentaires, etc. Bah après, il n'y a évidemment pas d'opposition de principe à y travailler. Et pour une fois que vous avez un groupe professionnel qui a envie de travailler avec la Sécu. Pas d'opposition à y travailler. Je souligne simplement l'ampleur de la réforme. Merci. Voilà, c'est l'heure de la conclusion dans quelques instants. Je voulais vous demander, notamment à vous, Guillaume Couillard, et à nos autres invités, où en est la situation de l'association Équilibre, qui a été, on nous a beaucoup adressé de courrier à ce sujet, qui était une expérimentation tout à fait d'article 51, donc reconnue par les pouvoirs publics, et qui aujourd'hui semble vraiment, nous dit-on, être remise en cause dans ses principes. Alors, l'association Équilibre, c'est l'expérimentation Équilibre, qui est une expérimentation, comme vous le savez, c'est une expérimentation dite article 51, donc des modes de rémunération différents du métier infirmier. Cette modalité particulière a été inscrite dans la convention, enfin plus exactement dans l'avenant 11 que nous avons signé au mois de mars dernier, et donc il y a désormais un cadre pour que cette expérimentation puisse s'étendre dans le cadre conventionnel. Vous dites qu'il n'y a pas de quoi être trop pessimiste alors. Daniel Guillaume, je crois que cette expérimentation n'était pas complètement alignée avec votre vision, il me semble. Comment vous recevez le fait que ça arrive en avenant 11 ? Cette expérimentation touche aux modalités de rémunération des professionnels de ville. Jusqu'à présent, le système libéral est assis sur le paiement à l'acte. Là, on est, pour ce qui concerne les soins infirmiers, au paiement à la minute. Et le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de modalité de rémunération idéale. On sait très bien que le paiement à l'acte peut pousser au staccanovisme. On fait de l'acte et puis on enchaîne de l'acte. Et à contrario, le paiement au forfait, voire le paiement à la minute, peut amener des distorsions liées au fait que c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qu'on paye, en fait, quand on paye au forfait. Pas exactement.
Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est introduire cette expérimentation dans le champ conventionnel, mais en y mettant un périmètre et des mesures de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'à terme, il y a un risque de sélection des patients. C'est-à-dire que quand vous êtes payé au forfait, vous avez plutôt intérêt à avoir un patient relativement léger, chez qui, effectivement, vous n'allez pas passer trop de temps ou pouvoir passer du temps sans que ce soit très compliqué pour vous. Donc, on l'a mis en exergue. Moi, j'ai été auditionné plusieurs fois sur l'article 51 dans le cadre des différents mandats que je peux avoir. Nous, ce qu'on a soulevé quand même, c'est un biais dans l'évaluation. Pourquoi ? Parce que l'échantillon, en fait, était extrêmement réduit. Et c'est vrai que pour nous, c'est pas très probant. Donc voilà, maintenant on l'introduit dans le champ conventionnel, on va voir ce que ça donne. Rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans, et on verra ce que ça donne et si ça peut être ouvert un peu plus largement. Donc, a priori, il y a un rebond d'équilibre et on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Absolument, sans jeu de mots. Merci à vous, c'est l'heure de la conclusion. Oui, merci Pascal. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde est prêt à bouger, mais il faut discuter et il faut prendre soin des médecins. Merci à tous pour votre participation et ce débat de fond à poursuivre, hein, et à se retrouver dans plusieurs mois. Merci à nos auditeurs. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, en podcast aussi sur les différentes plateformes. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, likez tout ça pour que les algorithmes nous repèrent et nous diffusent largement. Merci à nos partenaires sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Or, ça fait depuis 2017 qu'elle existe et on vous prépare des évolutions pour la rentrée. Merci donc les partenaires Camurus, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care via Voice, La Veille Acteur de Santé, Hortus UC2M. Merci aux équipes, Françoise Millet, Nathalie Ratel, Emmanuel T et Corentin Chouanet. On se retrouve bientôt. Oui, et peut-être un petit message pour... Ça manquerait. Ouais, il avait cessé avec Lucien de Rubempré, nous allons nous séparer. Il avait cessé d'espérer pour commencer à vivre. Voilà. On va y réfléchir. À bientôt. Merci.